Bien, on se retrouve pour une séquence que vous m'avez beaucoup demandé, à savoir l'interview d'Adrien Quatennens, qui donc a répondu à un journaliste de BFM au sujet de l'affaire dans laquelle il se trouve actuellement. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale, et toute la question c'est dans quelle mesure il va pouvoir être réintégré à la vie politique. Pour revenir dans le groupe LFI, il va devoir être suspendu pendant 4 mois. Ensuite, il va devoir faire un stage de féminisme pour pouvoir montrer patte blanche et être réintégré. Et donc, nous allons voir que c'est très intéressant au niveau des stratégies rhétoriques mobilisées, mais au-delà de ça, il y a un point que je voudrais développer avec vous, parce que notre époque des réseaux sociaux présente certaines caractéristiques de démocratie directe qu'on n'avait pas vues depuis l'Athènes du 5e siècle. Alors, si vous voulez, dans l'Antiquité, en tout cas dans la Grèce antique du 5e siècle avant notre ère, vous aviez une démocratie directe dans le sens où, si vous aviez un conflit avec un voisin ou avec un autre citoyen, par exemple, il vous accuse d'avoir séduit sa femme, de l'avoir arnaqué, d'avoir empoisonné ses bêtes, vous n'alliez pas vous affronter par l'intermédiaire d'avocats, vous deviez vous affronter directement l'un face à l'autre dans une arène avec un public souvent très nombreux. Vous aviez des centaines de personnes, parfois des milliers de personnes dans la salle. L'accusation parlait en premier, ensuite c'était au tour de la défense. Vous aviez une prise de parole qui était chronométrée, et à la fin de la prise de parole de la défense, le public votait. Il n'y avait pas d'appel, il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de juge, c'était le public qui votait. Et soit vous avez été convaincant et vous avez gagné, soit vous n'avez pas été convaincant et vous avez perdu. Et donc aujourd'hui, évidemment, les conflits dans les tribunaux se font par l'intermédiaire d'avocats, mais vous avez maintenant cette notion de tribunal populaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le temps de la justice des réseaux sociaux va beaucoup plus vite que le temps de la justice traditionnelle. C'est ça qui est très important. Et donc vous savez, des questions du type est-ce que on va pouvoir réintégrer Adrien Quatennens au groupe LFI, la pression des réseaux sociaux, donc tous les messages qui vont être publiés pour dire c'est un scandale, etc., vont jouer un rôle très important. Je vous donne un autre exemple. Vous voyez l'affaire Norman. Je suis pas en train de vous dire que ce qu'il a fait c'est pas grave, etc., mais si vous voulez, il y a eu un procès qui s'est déroulé avant le véritable procès. C'est ça qui est très intéressant, et c'est ça qui est nouveau selon moi. C'est-à-dire que vous avez des youtubeurs qui ont publié des témoignages de victimes qui ont été relayés, et sur la base de cette campagne qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, il y a des sanctions qui ont été prises, des sanctions matérielles, des sanctions très concrètes, car Norman a été démonétisé. Et donc là, je suis pas en train de le défendre, je suis juste en train de vous montrer que nous sommes dans un nouveau paradigme où vous avez effectivement une justice populaire, une justice des réseaux sociaux. Et ce que ça veut dire très concrètement pour vous, c'est que si vous êtes plongé dans une affaire comme ça, moi je sais pas, une affaire de mœurs, une affaire, enfin voilà, n'importe quoi, vous avez un problème avec un collègue qui commence à tracher sur vous sur les réseaux sociaux, etc., vous pouvez vous retrouver dans des situations où il va y avoir une bataille d'opinion, et si vous n'êtes pas capable de vous défendre avec les bonnes stratégies, vous pouvez être sanctionné. Et après, il y aura le temps de la justice, peut-être que la justice va vous réhabiliter, peut-être pas, mais en tout cas, ce temps de la justice populaire va avoir des conséquences très concrètes sur vous. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder ce genre de séquence, parce que ce genre de séquence, si vous voulez, c'est de la justice populaire en marche. Pourquoi est-ce que Adrien Quatennens fait ce genre d'interview? Parce qu'il a besoin de racheter son image. Parce que s'il n'est pas capable de gagner sur ce terrain de la justice populaire, ça va être très difficile pour lui de poursuivre son mandat de député. Donc il a besoin de faire ce travail pour pouvoir un petit peu retourner une partie de l'opinion pour que son groupe politique puisse le réintégrer, parce qu'à l'heure actuelle, vous avez également voilà, tout un tas de pétitions qui sortent, tout un tas de députés au sein de son mouvement qui disent c'est un scandale, on ne peut pas accepter qu'il revienne dans le parti, etc. Donc vous avez un vrai combat, vous avez une justice qui se situe hors de la justice classique. Et donc son travail avec ce genre d'interview, c'est d'essayer de récupérer une partie de cette opinion populaire. Alors, quelles sont les techniques qu'on utilise dans ces circonstances? Donc là, je vous fais un petit complément théorique qui me semble important. Ce sont les lieux du judiciaire, les lieux de la rhétorique judiciaire, c'est-à-dire le type d'argument que vous pouvez utiliser si vous vous retrouvez dans une situation comme celle d'Adrien Quatennens à votre échelle. Enfin voilà, c'est en tout cas le genre de technique que vous pouvez utiliser quand vous êtes dans une situation où on vous accuse de quelque chose, d'avoir eu un comportement inapproprié ou que sais-je, et donc ce sont ce type d'arguments que vous pouvez utiliser. Alors, les premiers lieux que vous pouvez utiliser, le premier tiroir dont vous allez devoir puiser vos arguments, c'est ce qu'on appelle la qualification des faits.
Quelque chose, c'est produit, donc vous avez le niveau des faits bruts, et ensuite, il va y avoir une compétition entre discours pour qualifier ces faits. Et il y a des manières de raconter les choses, de qualifier les choses qui vont vous servir, et d'autres manières qui vont vous desservir. Donc typiquement, une des premières vidéos que j'avais fait sur cette chaîne, c'était une vidéo où j'analysais le passage de Benalla au journal de 20h. Et donc vous aviez la journaliste qui présentait à Alexandre Benalla des images où il intervenait dans une manifestation, il interpellait un manifestant, et on le voyait, bah voilà, le mettre au sol, et on avait vraiment l'impression que sur la vidéo, il le frappait. Et donc Alexandre Benalla regarde cette séquence et il dit « Non, non, mais ce que vous voyez, c'est pas un coup, c'est un mouvement vigoureux. » Donc vous voyez, ça c'est vraiment la stratégie à son niveau le plus simple. Vous utilisez le langage pour décrire la scène d'une manière qui vous sert. Vous avez également souvent des choses dans ce genre d'affaires, j'ai eu un comportement inapproprié, versus l'autre partie qui dira « Non, non, c'était pas un comportement inapproprié, c'était une agression S. » Vous avez donc un travail qui se joue au niveau de la qualification des faits. Directement, j'introduis un autre concept de rhétorique. Dans son traité, Aristote distingue entre ce qu'on appelle les preuves techniques et les preuves extra-techniques. Tout ce que je vous donne là, ce sont des preuves techniques, dans le sens où c'est un travail sur le discours, c'est un travail sur le langage. Votre force de conviction dépend de votre technique rhétorique. Mais ce que vous dites, ça doit s'appuyer sur ce qu'on appelle des preuves extra-techniques. Et les preuves extra-techniques, si vous voulez, ce sont les preuves matérielles. Ce sont les fragments de réalité sur lesquels vous pouvez appuyer votre discours. Dans le cadre de l'affaire Benalla, la preuve extra-technique, c'est la vidéo. Vous avez un enregistrement vidéo. Une fois que vous avez cette vidéo, vous pouvez pas dire « Non, non, il s'est rien passé, non, non, j'étais pas à la manifestation ». La preuve extra-technique permet d'établir certaines choses, mais après, vous allez avoir un combat pour qualifier ce qu'on a vu. Au-delà de la qualification des faits, vous avez les intentions. Et donc, les intentions, ça va être des choses du type je voulais simplement la ramener au calme ». Versus « Non, non, il voulait pas me ramener au calme, il voulait vraiment me frapper, il voulait vraiment me blesser ». Ça va être des choses du type je voulais bien faire, je me suis trompé mais je voulais bien faire, versus des choses comme vous cherchiez à nuire. Une autre chose qui peut arriver assez régulièrement quand on est créateur de contenu, ça va être des choses du type quand on fait une vidéo. Moi systématiquement quand je fais une vidéo pour discuter quelque chose qui s'est produit, pour discuter le travail d'un autre youtubeur, etc., on va pouvoir m'accuser de oui, tu veux simplement surfer sur la notoriété des autres, etc. Tu veux simplement surfer sur leur notoriété. Donc là, on essaie de m'attribuer des intentions. Et donc moi, mon travail, ça va être de dire, mais non, moi je suis pas en train de vouloir surfer sur la notoriété. Ça, c'est pas la finalité. La finalité, c'est de discuter des idées pour alimenter le débat. Là, je vous donne un exemple simple, mais également, si vous voulez, dans l'affaire, par exemple, qui oppose la tronche en biais à Idriss Aberkane, vous allez avoir des choses de ce genre-là. Il essaie de me diffamer, il essaie de me harceler, versus, non, non, moi je fais mon travail de scientifique qui vise à confronter les discours des autres aux faits, etc. Donc vous allez également avoir quelque chose qui se joue au niveau des intentions. Est-ce qu'on cherche à nuire, ou alors est-ce que nos intentions sont nobles? Et là-dessus, si vous voulez, personne ne peut savoir ce que vous avez dans la tête. Tout le monde va essayer de vous attribuer de mauvaises intentions, donc n'acceptez pas ça. N'acceptez jamais qu'on cherche à vous attribuer de mauvaises intentions. Ensuite, vous avez les circonstances, et donc ça, vous connaissez, hein, vous avez d'un côté les circonstances atténuantes. Donc là, je crois que dans l'affaire Quatennens, vous avez des choses du type oui, mais il faut comprendre que c'était un contexte de tension mutuelle. Sous-entendu, bah voilà, je suis pas venu à froid lui mettre une rouste, on était en train de se battre et j'ai eu un geste déplacé pendant, etc., pendant ce contexte de tension mutuelle. Donc c'est une circonstance atténuante, vous voyez, c'est pas j'ai froidement attaqué, c'était, il y avait un contexte de tension mutuelle. Un truc beaucoup plus simple, très visuel, c'est imaginer quelqu'un qui, je sais pas moi, vole du pain dans un supermarché, une circonstance atténuante, c'est je mourrais de faim, ou alors je cherchais à nourrir ma famille, vous voyez, des choses comme ça. Alors, au niveau des circonstances aggravantes, j'avais fait une vidéo sur cette chaîne où j'analysais la stratégie de défense d'un boxeur gilet jaune qui s'appelait, je crois, Christophe Détinger. Dans le contexte d'une manifestation, il était allé se battre avec des CRS, et donc, si vous voulez, une circonstance aggravante, c'est qu'il a été boxeur professionnel. Vous voyez l'idée? C'est un petit peu la même chose quand vous avez un conflit dans un bar, si quelqu'un est ceinture noire de karaté, c'est une circonstance aggravante. Ce qui est intéressant, et là on en revient à la notion de tribunal populaire, c'est que vous allez avoir des circonstances aggravantes qui n'ont pas tellement de valeur juridique, si vous voulez. Par exemple, dans le cadre de l'affaire Quatennens, vous allez avoir des choses du type il a frappé sa femme alors qu'en plus il faisait la morale, c'était quelqu'un qui faisait la morale à tout le monde avec des principes féministes. Et donc ça, c'est une circonstance aggravante, mais qui est plus liée, si vous voulez,
jouer au fait que la personne nous revient pas, qu'on n'aime pas ses valeurs, etc. Mais donc en termes de combat sur l'espace public numérique, c'est des choses qui peuvent avoir un impact, et encore une fois un impact concret. Hein. Parce que si vous commencez à avoir un maximum de gens qui signalent une personne, qui l'injurient systématiquement, qui injurient ceux qui les soutiennent, etc., au bout d'un moment, ça peut mener à des décisions, à des sanctions. C'est tout ce qu'il y a autour de la cancel culture, si vous voulez aussi. Si le tribunal populaire veut vous nuire, c'est possible. On peut vous faire perdre vos sponsors. Ça peut avoir des conséquences matérielles. Donc la justice rendue sur les réseaux sociaux est parfois aussi puissante que la justice institutionnelle. Vous allez avoir ensuite des choses autour de la responsabilité. Donc qui est le vrai responsable dans cette affaire? Et donc typiquement, dans un conflit comme ça de divorce, on va essayer de mettre un petit peu de la responsabilité sur l'autre. Elle m'avait poussé à bout, elle avait rompu la communication, elle commençait à me mépriser depuis, etc. Donc vous allez dire en fait, oui d'accord, j'ai frappé, mais elle a sa part de responsabilité dans cette affaire. Vous allez avoir des choses du type, je sais pas moi, dans l'affaire, si je vous prends le cas de l'affaire Christophe Détinger, on pourrait avoir des choses du type, mais qui est vraiment responsable de ce genre de violence dans le cadre des manifestations? Le vrai responsable, c'est le gouvernement qui, par sa politique, pousse des gens dehors qui n'ont pas d'autre choix que d'aller manifester. Donc vous pouvez toujours avoir un travail pour diluer la responsabilité, pour partager la responsabilité, pour déplacer la responsabilité. Et finalement, vous allez avoir des arguments qui sont autour des conséquences, du type quel message on envoie si on sanctionne et quel message on envoie si on ne sanctionne pas. Dans la justice traditionnelle, la question c'est est-ce qu'on risque pas de créer un précédent? Et dans la justice populaire, c'est un petit peu la même chose. Vous allez avoir des discussions autour de oui, mais en tant que NUPES, en tant que France Insoumise, quel message on envoie si on réintègre dans notre parti une personne qui a été condamnée pour violence conjugale. Donc voilà, là on a fait un petit peu le tour des lieux rhétoriques, des techniques que vous pouvez utiliser quand vous êtes dans cette situation où vous devez vous défendre. Ça nous donne un cadre d'analyse parce qu'on va voir si Adrien Quatennens utilise ce genre de technique, si il en utilise d'autres. Donc on va maintenant se plonger dans cette affaire et regarder comment il s'en sort au plan rhétorique. Vous avez été condamné hier matin à 4 mois de prison avec sursis pour avoir donné une gifle à votre épouse. Votre groupe vous a exclu de l'Assemblée nationale, en tout cas de son giron, pour 4 mois. Les autres partis de la NUPES ne veulent pas entendre parler de votre retour. Vous-même, vous avez émis des soupçons sur le rôle du ministère de l'Intérieur dans la médiatisation de votre affaire et Gérald Darmanin a décidé de porter plainte contre vous pour diffamation. J'ajoute que vous avez aussi, chez nos confrères de La Voix du Nord, dénoncé un lynchage médiatique et que vous avez parlé aussi d'une réécriture malhonnête de l'histoire par votre femme. Donc effectivement, on sent qu'il a, dans sa stratégie rhétorique, il a lancé plusieurs pistes, et donc c'est des manières de détourner l'attention de sa personne. On lance une piste sur le gouvernement, ce qui est pas idiot, parce que vous avez une majorité des Français qui détestent le gouvernement, donc ça permet de lui faire porter une partie de la faute. Une tentative également de faire porter une partie de la faute sur sa femme, et vous avez également ce concept de lynchage médiatique. Est-ce qu'il va l'assumer jusqu'au bout, ou est-ce qu'au contraire, il va plutôt insister sur le fait qu'il est désolé de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il va admettre, qu'est-ce qu'il va refuser d'admettre, etc. Ça va être intéressant de voir. Quatennens, mais d'abord, dans quel état d'esprit êtes-vous et au fond, pourquoi avez-vous décidé aujourd'hui de rompre le silence? D'abord, Bruce Toussaint, je vais commencer par vous dire que j'ai l'habitude, depuis quelque chose comme un peu plus d'1 an, de me retrouver comme ça, en face à face, dans un fauteuil avec quelqu'un pour évoquer ma vie privée. Mais d'habitude, il n'y a pas de caméra, j'ai pas de micro dans les mains et la personne qui est devant moi n'est pas journaliste, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça n'a rien d'évident. Donc je sais pas ce qu'il est en train d'évoquer, c'est je parle de mes problèmes de couple avec un psy, volonté de s'humaniser vis-à-vis du public. J'aurais plutôt tendance à penser que dans une situation de conflit, toutes les faiblesses qu'on peut mettre sur la table, c'est des choses dont les gens qui veulent nous nuire peuvent se saisir. Donc j'aurais tendance à plutôt inviter à rester sur le terrain de la morale, sur le terrain des faits, et pas tellement rentrer dans le terrain de l'intime. En tout cas, il choisit cette voie, donc à voir ce que ça va donner. Cet été, au mois d'août, je suis parti en vacances, en famille, juste avant les universités d'été de mon parti politique. Et au moment du retour de ces vacances, sans qu'il n'y ait eu d'incident entre nous,
assez brutalement, mon épouse a rompu la communication entre nous avant de m'annoncer son intention. Donc là, on est vraiment dans le lieu rhétorique des circonstances, et d'un coup, la situation s'est dégradée. Je n'y étais pas prêt, car je ne suis pas une personne qui ait un tempérament violent, je ne suis pas un mari violent, etc. Mais la situation a été telle que ça m'est tombé dessus comme une surprise, et mon comportement a été inhabituel dans cette circonstance inhabituelle. Société, j'aimerais juste redire un instant, vous avez choisi de démarrer cet entretien en nous disant que vous étiez suivi par quelqu'un pour bien comprendre, puisque vous avez choisi de le révéler. On parle de quoi? D'une thérapie conjugale, d'une thérapie personnelle? Thérapie personnelle. Il y a eu un temps une tentative de thérapie conjugale, en effet. Oui. Il y a une thérapie personnelle. C'est évoqué dans le cadre de cette thérapie. Mais c'est pour gérer votre violence que vous avez absolument pas, psy? Absolument pas. Alors là, ce que je trouve intéressant, je vous le signale, c'est que toutes les forces peuvent être retournées en faiblesse. Donc le côté regardez, je suis fragilisé, je fais chez un psy, ça peut se retourner en mais vous avez en fait des problèmes de violence récurrents. C'est intéressant. Dès qu'on met quelque chose sur la table, ça peut être immédiatement retourné à notre défaveur. Donc il faut être toujours très vigilant et bien faire un travail préparatoire, de se demander tiens, comment est-ce qu'on pourrait réfuter mes arguments, parce que en fait la pire chose qui puisse vous arriver dans ces circonstances, c'est qu'à un moment vous soyez un petit peu séché, que vous commenciez à vous embrouiller. C'est là que le public va tomber sur des mécanismes du type s'il doute, c'est qu'il a quelque chose à cacher, s'il n'a rien à dire, c'est qu'il a quelque chose à cacher, etc. Donc votre objectif quand vous êtes dans une circonstance comme ça, c'est que vous ayez toujours une réponse. Et vous allez avoir des réponses disponibles en travaillant avec ce petit tableau des lieux rhétoriques, en essayant de remplir les cases, et ensuite en essayant de les réfuter. Vous réfutez, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait m'opposer à ce lieu-là? Et si vous faites suffisamment bien ce travail, eh bien, vous aurez réponse à tout, et donc, vu que le public est impressionnable, le public se dira, bon, il a des réponses, donc ça veut dire qu'il doit être dans le vrai. Je ne suis pas un agresseur. 4 mois de prison avec sursis pour violence sans incapacité commise par conjoint, 2000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Donc là, c'est intéressant, vous voyez vraiment le rapport entre preuve extra-technique et preuve technique. Le journaliste arrive avec des faits matériels, donc une preuve extra-technique, mais vous dites que vous n'êtes pas un agresseur, mais la condamnation est là. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Et donc là, ça va être intéressant de voir les stratégies dans lesquelles il va puiser. Est-ce qu'il va puiser dans des stratégies pour diluer la faute? Ce n'est pas si grave, mais dans ce cas-là, ce sera un petit peu contradictoire avec ce qu'il a dit avant. Et ça m'est arrivé une fois, ça ne s'est jamais reproduit avant, ça ne se reproduira plus jamais. Donc en tout cas, on peut attendre à ce stade-là une stratégie de dilution de la gravité des actes. Vous savez, moi, tous les jours, depuis le début de cette histoire, je reçois des témoignages de femmes battues que j'accompagnais comme député, que je continue à accompagner, qui m'envoient des copies de leurs plaintes avec des constatations de blessures atroces faites par des médecins légistes et qui déplorent auprès de moi qu'il n'y ait pas de suite à leur plainte déposée. Donc là, c'est intéressant ce qu'il fait, la stratégie est judicieuse. C'est, je reconnais, donc je ne nie pas que j'ai fait une erreur. Deuxièmement, en comparaison des types de violences conjugales qu'on voit habituellement, les miennes sont très ponctuelles. Donc c'est une tentative de dilution de la gravité des faits. Évidemment, il y a eu beaucoup de SMS, des SMS à caractère amoureux. Ce sont des messages On a du mal à croire que si vous envoyez « je t'aime » à votre femme, on vous parle de SMS mal. Et là, je voudrais quand même insister sur le fait que le journaliste fait son travail, parce que il ne laisse pas passer les stratégies rhétoriques. Donc quand Quatennens essaie de requalifier les faits du type « c'était des messages amoureux », il est vigilant, il dit si c'était seulement des SMS amoureux, ça ne tomberait pas sous le coup de la loi. Et ça, si vous voulez, évidemment, après, Quatennens peut utiliser ça pour dire « Regardez, j'ai eu un entretien à charge », mais une manière d'encaisser ça, c'est au contraire de dire « Alors même que le journaliste s'est pas du tout montré complaisant, j'ai répondu sans rien mettre sous le tapis. » À la réalité. Vous-même expliquiez il y a quelques instants que la fameuse gifle datait d'1 an. Oui. Donc on peut aussi se demander si cette relation n'était pas une relation conflictuelle, difficile, voire violente. Et là, il se fait quand même avoir. Honnêtement, je pense qu'il se fait avoir Quatennens parce que plus le journaliste le pousse comme ça à développer, à approfondir, etc., plus il montre des pistes de faiblesse, plus il révèle des événements qui peuvent être utilisés, qui peuvent être creusés, qui peuvent être testés. Donc je ne sais pas si... C'est comme dans un débat là pour le coup. Je pense qu'il devrait assez rapidement embrayer vers sa ligne de défense, à savoir
j'ai un traitement qui n'est pas normal, le tribunal populaire s'autorise des choses qui ne devraient pas s'autoriser. Là, il se fait un petit peu acculer dans une position assez désagréable. Et en plus, on sent qu'il a pas envie de parler de sa vie privée, on sent qu'il a pas envie de mettre ça sur la table. Et donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Quand vous sentez comme ça dans un entretien, ça se sent ici, hein, c'est vraiment au niveau des tripes, vous sentez qu'on vous emmène sur un terrain dont vous n'avez pas envie de parler. Et donc là, je pense qu'il faut utiliser des stratégies du type, mais vous n'êtes pas procureur, mais je pense qu'on a déjà assez parlé de ma vie privée, donc je pense que vous avez d'autres questions politiques intéressantes à me poser, donc essayez de ramener le sujet vers un terrain sur lequel vous êtes plus à l'aise. Parce que si le journaliste ensuite dit non, moi je veux rester sur ce terrain, après on peut le confronter, on peut dire mais pourquoi est-ce que ça vous intéresse tellement, est-ce que vous n'avez pas d'autres questions, etc. C'est de l'acharnement. On peut mettre l'interviewé en position d'accusé pour le pousser un petit peu à revoir sa stratégie, à revoir ses questions. Là, il est vraiment dans le dur. Ensuite, il y a eu mon entrée en politique, la députation. Évidemment, la vie politique est une broyeuse pour la vie personnelle. Vous voyez, hein, c'est ça le point, c'est que toutes les fois qu'on commence à développer des choses, il y a des choses qui peuvent être retournées contre nous. Quand il dit la vie politique est une broyeuse, etc., bah ça peut être utilisé comme une justification du type c'est normal que notre relation se soit tendue et c'était indépendant de ma volonté. Bah ça on peut le retourner en disant bah voilà, tu as fait passer ta carrière avant ton couple. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que c'est pas judicieux de déplier autant de choses, parce que en plus on se met un petit peu en mode narration, on parle de choses qu'on n'a pas forcément prévues de dérouler, même si on sent qu'il y a un petit peu de storytelling. En tout cas, on se met en position de faiblesse, et si en face de nous, on a quelqu'un qui cherche un petit peu des éléments à retourner contre nous, on va lui en donner plein. Donc je pense qu'il ferait bien d'être un petit peu vigilant, parce que bien sûr, son objectif, c'est de se montrer humain, c'est de donner un petit peu une histoire pour qu'on soit moins sévère avec lui, mais ça risque de donner beaucoup plus d'éléments à charge contre lui. Donc voilà, ne parle qu'en présence de ton avocat, Adrien. Il faut le dire, il y a aussi une certaine hypocrisie, parce que j'ai eu l'impression parfois, pour une gifle reconnue, d'avoir été comparé à, je sais pas, un meurtrier, un violeur ou quelqu'un qui aurait commis des faits incommensurablement. Voilà, c'est là qu'il redevient bon, c'est là qu'il redevient plus persuasif, et je pense qu'il a intérêt à rester dans cette direction. C'est que là, il se remet en position non pas de défense, mais en position d'attaque. C'est regardez, mais vous avez une responsabilité là-dedans. Vous vous rendez compte du portrait qu'on a fait de moi pour seulement une petite gifle, on m'a comparé au pire, etc. Donc là, il se remet en position offensive, et ça donne quand même une meilleure image, et ça donne moins de prise à l'attaque. Plus grave, il y a certaines personnes qui se sont trouvées sur vos plateaux où des heures d'antenne ont été consacrées à mon cas, qui s'indignaient de manière... Une gifle, c'est grave. Mais bien sûr, et je ne le conteste pas, je veux insister. Là, le journaliste essaie de le remettre dans cette position. C'est vraiment intéressant, et on en revient à une des bases du débat, parce que là, évidemment, c'est plus conversation, interview, mais l'objectif, c'est quand même de le faire évoluer vers du débat. Adrien reprend l'offensive sur votre plateau, et le journaliste, il a l'air très calme, il a l'air bienveillant, etc. Mais en tout cas, en termes de stratégie, il essaie de le remettre en position d'accusé. Non mais attends, une gifle, c'est grave. Et donc là, la question, c'est est-ce que Adrien va dire non mais ça on l'a déjà évoqué, maintenant je veux qu'on insiste sur le traitement médiatique. Est-ce qu'il va se remettre comme ça en position d'accusé, ou est-ce qu'il va être un peu pugnace? Vous ne me verrez jamais moi-même minimiser ce geste. Laissez-moi simplement vous dire, laissez-moi simplement vous dire. Et lorsque vous dénoncez ce lynchage médiatique, vous êtes inaudible. C'est assez violent ce que fait le journaliste. Adrien essaie de reprendre un petit peu la main, et l'autre sape vraiment par anticipation sa stratégie. Là, tout ce que vous êtes sur le point de nous dire sur le lynchage médiatique, vous êtes inaudible. Là, on rentre dans le dur de la confrontation. Vous connaissez le jeu politique, oui, mais le jeu médiatique. Vous-même, vous y avez participé pendant tout ça. Des années, et vous y participerez peut-être. Toujours avec beaucoup de précautions. Oh. Ce que je veux dire, en tout cas, Bruce Toussaint, c'est que parmi les gens qui, sur les plateaux de télé, avaient vite fait de me juger, de donner leur avis, de s'indigner pour cette gifle, beaucoup, une fois les caméras éteintes, disaient il est en train de faire l'objet d'un traitement odieux. Et beaucoup... Il est bon là, le journaliste commençait à persifler, oui bon, etc. Et lui il tient bon et il maintient sa ligne argumentative. J'ai eu un traitement médiatique, il y avait de l'hypocrisie, donc il reste dans le rapport de force, et vous avez vu qu'il ne s'est pas énervé, il ne s'est pas décomposé, donc il a une certaine force de caractère. Une fois les caméras allumées... C'est la comédie humaine. Lorsqu'elles étaient... vous la connaissez par cœur. Laissez-moi juste dans le monde dire. politique et Laissez-moi le dire, monde médiatique. Je vous laisse terminer, mais je voudrais qu'on revienne quand même juste. On va y revenir, mais laissez-moi le dire. Je vous en prie. Des gens qui disent c'est un traitement odieux, c'est un fait de vie privée, et qui disent également
des gestes que eux ont pu avoir dans leur vie. Je suis sûr que mon témoignage et cette histoire fait écho à beaucoup de réalités. C'est très intéressant ce qui s'est passé. Le journaliste a essayé de tourner un petit peu en ridicule la ligne argumentative d'Adrien Quatennens. Donc non, mais vous avez l'air de découvrir ce que c'est que la comédie humaine, etc. Il y a vraiment manière à s'indigner. Vous voyez, vous êtes en train de parler de choses qui vous tiennent à cœur, et l'autre vous dit non, mais arrêtez de prendre vos grands airs, vous aussi vous avez participé à cette comédie, etc. Et très difficile de rester sur un terrain moral quand on est face à quelqu'un qui essaie de tourner ça en dérision. Et je pense qu'il s'en sort assez bien. Il aurait pu un petit peu insister. Non mais pourquoi vous parlez de comédie humaine? On parle de choses qui sont sérieuses. On peut pas être aussi cynique. Et mon rôle, c'est aussi de temps en temps de dénoncer cette comédie humaine. Je vous pose la question presque, même si c'est pas à moi de le faire, Bruce Toussaint. Mais peut-on considérer qu'une faute, parce que c'est une faute, caractérise un homme ou peut le résumer? Sa stratégie est assez bonne. Moi, si vous voulez, j'ai pas de passif avec cet homme, avec Adrien Quatennens. Je pense qu'il y a des gens qui l'aiment pas parce qu'ils l'ont vu dans certaines circonstances. Moi, je le connais pas bien. Je le connais pas bien, donc ce que je connais de lui, c'est surtout là. Moi, je suis en train de le découvrir ici. Et je trouve qu'il s'en sort bien. Il en fait pas trop. Il est calme. Il est raisonnable. Il est dans une situation qui est assez difficile. Et sa stratégie est bonne. Je reconnais, on ne peut pas me résumer à ce geste. Et ceux qui essaient de le faire se montrent coupables. C'est ça qui est intéressant, c'est quand on pousse la stratégie jusque-là. Donc, partant des faits que je viens d'établir, ceux qui essaient d'en faire plus sont mal intentionnés. Et donc, je pense qu'il devrait passer plus de temps sur cette ligne argumentative parce que le journaliste va toujours essayer de le ramener là-dessus. Il a envie de détails croustillants, il a envie qu'on rentre un petit peu dans le détail de la gifle qu'il a donnée, de la vie conjugale, etc. Et je pense que Adrien a intérêt à résister à ça. Ça vous caractérise parce que vous avez un devoir d'exemplarité en tant qu'élu de la nation. Et là, on entre dans le lieu des circonstances aggravantes. Peut-être que ce geste n'est pas si grave, mais depuis votre position d'élu qui est censé d'incarner la morale, surtout dans ce parti, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave que pour le premier venu. Donc là, on est vraiment dans circonstances aggravantes, et c'est pas tellement des circonstances aggravantes juridiques, mais qui ont vraiment une force rhétorique dans le tribunal populaire, et ça va être intéressant de voir comment il va réagir à ça. Ce devoir d'exemplarité, ça veut dire que la faute est absolument interdite. Je veux dire, évidemment, si j'avais été un homme qui battait sa femme, si j'avais été rendu coupable de violences répétées, on n'en serait pas exactement aux mêmes proportions. Notre entretien a démarré il y a une dizaine de minutes. J'entends quelqu'un qui, au fond, se considère comme victime depuis 10 minutes. C'est pas vous la victime, Adrien Quatennens. Mais vous vous trompez. C'est vous. Donc le journaliste est vraiment... c'est fou, hein. Au début, je pensais qu'il était mesuré. Là, je trouve qu'il est quand même assez à charge. À savoir, vous essayez de vous faire passer pour une victime. Donc il résume l'ensemble de ce qui s'est passé en disant « Vous avez essayé de faire ça depuis le début », ce qui est quand même un résumé assez biaisé, disons-le, de ce qui s'est passé, parce qu'il s'est pas seulement fait passer pour victime, il a aussi eu des moments où il reconnaissait sa faute. Donc ça va être intéressant de voir comment il se sort de ce mauvais pas. Je ne cherche pas à me victimiser en vous disant qu'il y a eu une période compliquée dans ce couple, qu'il y a eu ces moments où je devais sonner chez moi pour pouvoir y rentrer. C'est pas le plus judicieux ce qu'il fait, donc au début il a eu raison de contester, non mais ça ne repose sur rien, votre accusation que j'essaie de me faire passer pour une victime depuis le début, mais après il enchaîne quand même sur des propos où il essaie de se faire passer pour victime. J'aurais plus mis le journaliste en position d'accuser, parce que là c'était un assez bon moment pour insister sur le fait que vous contribuez à ce traitement médiatique qui n'est pas équitable avec vos questions, vous voyez bien que vous essayez d'eux, etc. Je trouve que là, le journaliste sort un petit peu trop manifestement de son devoir d'objectivité. Et moi, si j'avais été Adrien, j'aurais attaqué là-dessus. On va voir si ça ouvre d'autres pistes. Donc vous restez député. Pour vous, j'allais dire presque, la question ne se pose pas. Donc là, c'est intéressant, parce que on part un petit peu sur la sanction du tribunal populaire. Donc la sanction du tribunal populaire, ce serait qu'il se retire de la vie politique, qu'il fasse amende honorable, etc. Lui refuse cette sanction, et il va devoir montrer comment est-ce qu'il assume ça. On parle depuis tout à l'heure de la confusion qu'il peut y avoir entre la vie privée et la politique, la justice et les médias. Si je démissionnais demain,
ce serait un précédent, à mon avis, assez dangereux. Donc très intéressant. Là, donc on est sur le lieu des conséquences, les conséquences de la décision. Et donc là, on a une stratégie qui est quand même assez rodée. C'est, regardez, imaginez que je me retire de la vie politique pour une faute aussi minime. On lancerait un précédent très grave qui permettrait facilement de faire taire des représentants du peuple en déterrant telle ou telle chose. Mais ma vie privée, c'est une chose. J'ai fait une erreur, je l'assume. Mais je ne peux pas, au nom de cette erreur, abandonner le combat que j'ai, car je suis là pour représenter beaucoup de gens, et au bout d'un moment, il faut faire passer ma vie personnelle au second plan pour que je puisse me consacrer entièrement à mon mandat. Donc c'est une bonne stratégie, c'est une stratégie qui est audible, et il faut voir comment le journaliste va la tester. D'anciens députés qui ont été condamnés pourraient revenir à l'Assemblée. Ça ne vous poserait pas de problème. Donc là, c'est assez intéressant ce que fait le journaliste, c'est qu'il est, en fait, il est derrière des apparences bonhommes et bienveillantes, il est tout à fait acéré. Parce que qu'est-ce qu'il fait ici? C'est d'accord, ok. Donc vous voulez vous créer ce précédent selon lequel il n'est pas légitime de démissionner quand on nous reproche ce genre d'affaires. Dans ce cas-là, est-ce que vous soutenez la réintroduction de telle ou telle personne? Donc il le pousse à dérouler son raisonnement jusqu'au bout. C'est plutôt le camp que je représente, dans lequel je me bats, la gauche, qui a défendu le droit à la réhabilitation, à la seconde chance et au fait que quand une peine était exécutée, on méritait pas de... Très bon réflexe. Je ne suis pas en train d'essayer de défendre mon bout de pain, je suis en train de défendre un principe général, le droit à la réhabilitation, et ça vaut pour moi, mais ça vaudra aussi pour les autres. Donc il a également un bon réflexe, hein. Il est aussi affûté. Le conseil que je vous donnerais, c'est que quand vous êtes dans une situation d'entretien, débat assez long, il faut bien gérer votre effort, parce que vous pouvez vous prendre comme ça des taquets sur les fins d'entretien, et donc à voir si Adrien a cette résilience, s'il va être capable d'aller jusqu'au bout pour pouvoir conclure sur le terrain qui l'arrange, ou alors est-ce que c'est le journaliste qui va conclure sur le terrain qui l'arrange? Ça va être intéressant de voir. Donc conclure sur le terrain qui l'arrange, ça va être je ne me bats pas pour seulement mon cas, je me bats pour quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus grave, et c'est le journaliste qui aura gagné, si l'on peut dire, s'il arrive à le maintenir dans non mais rendez-vous compte, c'est quand même grave ce que vous avez fait, n'essayez pas de rejeter la faute sur les autres. Personne ne vous a dit prends du recul, Adrien, mets-toi un peu à l'écart, quelques mois, peut-être un peu plus. Et ça aussi c'est dur, parce que quand vous allez vous défendre dans ce genre de circonstances, vous allez avoir des gens qui vous disent mais non, mais abandonne le combat, ton combat est perdu d'avance, tout le monde voit bien que tu as tort, etc. Et quand vous êtes dans une situation, en plus là c'est dur, parce que vous êtes dans une situation de fragilité personnelle, émotionnelle, psychologique, vous avez un petit peu votre monde qui s'effondre, et il faut du courage pour se battre là dans ces circonstances, pour vous pouvoir faire entendre sa vérité, et donc c'est très difficile de résister à ça. Oui, mais imagine en fait que tu es complètement tort. Et moi là, ce que je peux vous conseiller, c'est battez-vous jusqu'au bout. Il y a personne qui vous défendra mieux que vous-même, donc ne doutez jamais du fait que vous avez des principes, que vous êtes quelqu'un de bien. On a des périodes difficiles, il y a des moments où on va pas montrer le meilleur de nous-mêmes, mais voilà, en nous, il y a du bon, il y a du mauvais, il faut se battre un maximum pour faire ressortir le bon, et si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. C'est tout à fait possible de se retrouver dans une situation où le monde finit par vous convaincre que vous êtes quelqu'un de mauvais. Et il faut avoir de la force de caractère pour résister à ça, parce qu'il y aura des jours où vous allez rebriller, il y a des jours où vous allez remettre le meilleur de vous-même sur le devant de la scène, et là, les opinions se retourneront. Donc serrez les dents quand vous êtes dans le dur, battez-vous, continuez à vous battre, et n'acceptez jamais de laisser le dernier mot à ceux qui voudraient vous faire passer pour quelqu'un de mauvais. Honnêtement, il y a de quoi être surpris par votre décision de revenir à l'Assemblée dès le mois de janvier. Personne ne vous dit cela. Autour de vous, il n'y a pas de... étrangement, il y a beaucoup de gens, y compris qui sont vos confrères, qui disent le contraire. Ça commence à faire long maintenant. Et non, je suis resté plutôt sur la touche, et d'ailleurs incapable de faire autre chose que cela pendant de nombreuses semaines, je vous l'ai dit. Mais j'insiste sur le fait que, et c'est vraiment le plus dur, c'est d'abord une épreuve personnelle. Je veux dire... L'aspect politique et médiatique, c'est
un facteur aggravant, mais c'est d'abord et avant tout une épreuve personnelle. Ouais, bah traitez-moi de gauchiste si vous voulez, mais je trouve cet homme digne dans l'épreuve. Vraiment, hein, le journaliste, il a utilisé des techniques qui sont vraiment de la déstabilisation psychologique. Le côté non, mais personne vous dit que vous allez dans le mur, parce que moi, après vous avoir écouté, j'ai quand même l'impression que vous allez dans le mur, que vous n'acceptez pas de regarder en face, etc. Donc c'est des choses, ça pourrait vous faire vriller, hein. Ça pourrait vraiment vous affaiblir, et il arrive à rester assez ferme. Hier matin, devant le tribunal de Lille, il y avait des associations féministes qui étaient réunies, qui ont eu des mots assez durs à votre encontre, qui ont dénoncé votre attitude envers votre femme. C'est ce qui risque de se passer le jour de votre retour en janvier à l'Assemblée. Vous êtes prêt à affronter tout cela? Vous êtes prêt à assumer ça? Et donc là, évidemment, s'il a encore un peu de pêche, il faut qu'il réponde sur non mais évidemment que ça va être difficile, ça va être compliqué pour moi, mais c'est pas seulement une affaire personnelle, c'est je me bats encore une fois pour que des gens puissent être réhabilités, et au-delà de ça, je me bats pour tous ceux qui m'ont fait confiance, pour tous ceux qui ont voté pour moi. J'ai hâte qu'on puisse mettre de côté ces histoires personnelles pour pouvoir me battre pour ceux que je défends, et les défis sont nombreux parce que, je sais pas quoi, moi, la retraite, machin truc, donc qu'ils remettent sur le devant de la scène les causes pour lesquelles il se bat, et qu'ils remettent un petit peu de politique dedans. Ce serait comme ça qu'ils s'en sortiraient par la grande porte. Je pense qu'il y a vraiment une question de disproportion, et encore une fois, je ne minimise pas ce qui s'est passé. Là, ça fait un petit peu boucle. Il aurait dû plutôt attaquer sur je me bats pour quelque chose de plus grand, c'est ça qui me permettra de supporter cette situation difficile. Donc à un moment donné, il faut aussi peut-être que cette démarche, sans qu'elle serve à me décorer ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet, mais puisse servir, qu'il puisse y avoir ce principe de gradation, sinon tout est impossible. Merci Adrien Quatennens. Il était un petit peu fatigué à la fin, il a essayé de remettre un petit peu là, cette dimension je ne me bats pas seulement pour moi, mais on sent qu'il était un petit peu affecté. Il est très déstabilisant cet homme, j'aimerais pas me retrouver face à lui. Il va avoir tendance un petit peu à affaiblir notre vigilance avec des formes assez rondes, mais je l'ai trouvé dialectiquement et psychologiquement virulent à l'égard de son invité. Voilà, alors quelle conclusion je tirerai de cette histoire pour vous? Première leçon, toutes vos stratégies rhétoriques pourront être retournées contre vous. Et donc là, on l'a très bien vu, le journaliste a fait son travail, et dès qu'Adrien avançait quelque chose sur la table, le journaliste parvenait à le retourner immédiatement. Et donc c'est pour ça que c'est tellement important de faire un travail de préparation. Vous avez les lieux de la rhétorique qui vous permettent de savoir dans quelle direction vont venir les attaques. Faites ce travail, allez jusqu'au bout. On va m'attaquer là-dessus, je vais répondre ça, mais après on pourra me répondre ça, donc je vais répondre ça. Parce que vous voyez, au bout d'un moment, on tourne en boucle dans ce genre d'entretien, et le journaliste a intérêt à ce que l'autre se décompose psychologiquement, parce que comme ça il aura quelque chose de viral, quelque chose qui pourra circuler, quelque chose qui pourra dire voilà, il s'est décomposé donc il n'est pas sûr de lui, etc. Le plus important, c'est d'avoir toujours du répondant. Donc il y a cette dimension, si vous voulez, qui se situe au niveau du logos. Donc vous avez vos stratégies sur la table, mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui va être très important, c'est au niveau de votre caractère. Est-ce que vous allez être capable d'encaisser des attaques répétées? Il va y avoir des moments où vous allez douter, vous allez vous demander mais finalement est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que c'est possible d'avoir raison contre tout le monde, etc. Et là, dans ces circonstances, il faut parvenir à vous décentrer, à vous rattacher à des combats qui vous dépassent. Vous n'êtes pas seulement en train de vous battre pour vous, pour votre simple petit bout de gras, vous êtes en train de vous battre pour des principes beaucoup plus larges, et au-delà de ça, vous êtes en train de vous battre pour ceux qui vous font confiance, pour ceux qui vous aiment, et pour ceux qui seraient déçus si vous vous décomposez. Et je terminerai par un mot d'encouragement, car nous sommes proches de la période de Noël, et ça me rend sentimental. Toutes les personnes qui aujourd'hui sont dans des situations difficiles, qui ont l'impression que le monde est contre eux, la vie c'est long, vous aurez des périodes difficiles, mais si vous parvenez à serrer les dents et à rester droit dans vos principes, un jour le soleil se remettra à briller pour vous. Et en attendant, la rhétorique vous donne tout un tas d'outils pour pouvoir sauver l'essentiel, à savoir rester droit, garder la face quand on vous attaque. Toute argumentation peut être déconstruite, mais elle peut également être reconstruite si vous gardez votre force de caractère, votre motivation et votre vision intacte. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines analyses.